Élu dans Joliette-Montcalm en 1976, il a été député pendant 26 ans. Tout au long de sa carrière parlementaire, Guy Chevrette a rempli de nombreuses responsabilités ministérielles. Il a fait sa marque avec son franc-parler, son esprit combatif, sa connaissance des dossiers et son ardeur au travail. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Chevrette. Bonjour, M. Morin. Monsieur Chevrette, votre carrière d'enseignant, d'abord, vous a conduit au syndicalisme avant la politique. Exact. D'abord, j'avais suivi les études à l'École normale Noé-Ponton de Sherbrooke et ça nous préparait à enseigner dans les milieux ruraux. Et après cela, j'ai étudié pour obtenir le bac à lauréat en pédagogie à l'École normale Jacques-Cartier, Montréal, etc. Et pour arriver à l'enseignement en 60, dès les premières années d'enseignement, mon syndicat m'a élu secrétaire du syndicat. On était très peu d'hommes. À Joliette, je pense qu'on était une douzaine d'hommes pour l'ensemble des enseignants de la région. C'était surtout des femmes et des religieuses. Et me voilà embarqué dans le syndicalisme. Je me suis mis à négocier des conventions parce que chaque commission scolaire, chaque paroisse avait sa commission scolaire. Donc, je négociais le soir et j'enseignais le jour. Et à un moment donné, c'est devenu un peu trop fort. On m'a libéré d'abord à temps partiel, ensuite à temps plein. Et je suis devenu un des leaders syndicaux du coin dans la région de la Naudière. Et peu à peu, ça m'a amené sur la scène nationale, si bien qu'en 1969-70, là, j'étais négociateur en chef des enseignants du Québec. Après la crise, la fameuse crise nationale de l'éducation, où Jean-Jacques Bertrand, en 1967, avait passé la loi 25. Oui, puis... le fameux Bill 25, mais vous étiez à ce moment-là déjà pas mal... J'étais impliqué beaucoup. Oui. Oui, avec... surtout au niveau de la région de la Naudière. Puis on m'avait un petit peu prêté pour aller soutenir les grévistes à Shawinigan, le fameux comté de Jean-Pierre Jolivet aujourd'hui. Et l'Alliance des professeurs de Montréal était en grève et puis on a décidé de passer une loi nationale qui fixait les salaires au niveau national pour l'ensemble des enseignants du Québec. Et également, ça fixait l'obligation de négocier nationalement une convention collective pour les enseignants. Vous savez que j'ai commencé, moi, ma première année d'enseignement à 2300 $. Puis j'avais un bac en pédagogie, alors que les institutrices gagnaient à peine 600 $, elles, puis les religieuses gagnaient 150 $. C'est pour ça que j'ai embarqué dans la négociation. J'ai toujours refusé d'être président de la centrale, même si on m'avait sollicité à plusieurs reprises. Je préférais la fonction de chef négociateur des enseignants du Québec. Est-ce que c'est au même moment que vous avez commencé à vous intéresser à la politique? J'avais jamais rêvé de faire de la politique, mais comme j'étais plus souvent sur la scène publique, dans mon comté, dans le comté de Joliette, les gens m'ont sollicité pour devenir membre d'abord du Parti québécois. En 68, je pense, 69. Et puis, j'ai été président de comté en 73. 72-73, là, je suis devenu président du comté, du PQ de Joliette, mais président du comté, je n'avais aucune aspiration. Ce qui m'a aidé le plus en politique, je suis convaincu que c'est ma vie syndicale. Et c'est pour ça que je suis arrivé à la politique. Mais avant tout ça, votre carrière de syndicaliste vous a amené aux négociations provinciales. Exact. En 72, puis on se souvient, en 72, ça c'est le point culminant, ça a été l'emprisonnement des chefs syndicaux. Et vous étiez négociateur, vous en chef, à ce moment-là, pour la CEQ. Exact. Puis j'étais vice-président. Donc on avait, je me souviens,
quand les Marcel Pépin, Louis Laberge et Yvon Charbonneau sont entrés en tôle, on pensait bien que ça ne durerait pas longtemps. Ça a duré quand même un bon bout de temps. Puis en 72, à l'emprisonnement des chefs, on a pris une certaine forme de leadership. En tout cas, j'ai pris une certaine forme de leadership à la CEQ. J'étais sur le CA et puis on a travaillé fort pour essayer de maintenir une cohésion. Et on s'est fait imposer une convention collective qui ne plaisait pas à tous, mais qui a quand même contribué, je pense, à améliorer le sort des enseignants du Québec. Vous êtes devenu vice-président de la CEQ dans les mois suivants, mais vous avez participé, je crois, au congrès du PQ en 1974, l'année, le congrès où on décidait de la marche à suivre pour accéder à la souveraineté, ce qu'on a appelé le congrès de l'étapisme. Exact. Est-ce que... Là, j'étais président. Vous étiez du président? PQ de Joliette. Voilà. Quelle position vous aviez à ce congrès-là? Moi, j'étais des radicaux. Moi, je m'étais rallié à ce moment-là derrière M. Lévesque, qui avait une force épouvantable sur le plancher du Conseil et du Congrès. Quand M. Lévesque parlait, puis qu'il avait les yeux presque sortis de la tête, comme on dit, puis qu'il y mettait tout le poids de son charisme et de son intelligence, puis de sa force de caractère, il n'y a pas grand groupe qui résistait. Mais malgré tout, cette année-là, j'avais voté pour une démarche plus radicale. Je me disais, si on vote pour le Parti québécois, on vote pour un parti qui va faire la souveraineté du Québec. Donc, une élection référendaire. Exact. J'étais pour ça, je me suis fait battre, je me suis rallié, puis j'ai suivi M. Lévesque après toute ma carrière. Votre carrière de syndicaliste vous a amené aussi à une commission d'enquête sur la baie James suite au saccage qu'il y avait eu. La commission Clich, c'est arrivé drôle, ça. D'abord, ça faisait longtemps que c'est dans les journaux qu'on parlait de la confrontation CSN-FTQ. Vous vous rappelez Michel Bourdon, qui est devenu député, lui, ici, par la suite. Mais Michel Bourdon dénonçait... Qui est à la CSN, oui. Oui, et la CSN Construction. Et il dénonçait Dédé Desjardins pour ses tactiques, sa violence, sa collusion même avec l'État, puis il ne lâchait pas. Et ça nuisait à la perception, en tout cas, que les gens pouvaient avoir du syndicalisme. Les gens disaient, ben, écoute, ils se traitent de bandits, ils se traitent de pas bons. Et puis, à fin de compte... Pépin et Laberge et Charbonneau m'ont demandé de rencontrer les deux groupes, d'agir comme genre de médiateur ou de conciliateur entre les deux groupes. Donc, j'ai rencontré la CSN, puis plusieurs de la CSN. J'ai rencontré beaucoup de gars de la FTQ pour me rendre compte qu'ils ne s'entendraient jamais parce que Dédé Desjardins recherchait le monopole syndical. Puis la CSN voulait avoir sa part du gâteau. Donc, j'avais rédigé un rapport à l'époque qui comprenait à peu près 14-15 résolutions. Puis, ce qui était drôle, c'est que la CSN était en accord avec l'analyse, mais en désaccord avec les recommandations, alors que la FTQ était en accord avec les recommandations, mais en désaccord avec l'analyse, parce que je les frottais le plus possible. J'ai essayé d'être objectif dans le rapport. Je me suis dit, ça doit être un bon rapport, ils ne sont pas d'accord ni l'un ni l'autre. Donc, et ça, c'était resté dans l'air. Et quelques mois plus tard, après ce mini-rapport que j'avais fait, le Duhamel perd la tête, fait le saccage de la baie James, 32 millions de dommages, met le feu, etc., renverse tout avec un bulldozer, puis voilà que la pression publique demande à M. Bourassa de créer une commission d'enquête publique. Et il nomme tout de suite le juge Clich comme président et Brian Mulroney comme représentant issu du monde patronal. Et là, il cherchait une personne issue du monde syndical. Puis à un moment donné, je reçois un téléphone de M. Clich lui-même qui me dit « M. Bourassa va t'appeler si tu as un intérêt à siéger sur la commission. Vu que tu as déjà rencontré les groupes et que tu sembles connaître un peu le secteur, il dit « S'il t'appelle, est-ce que ça vaut la peine? » C'était brillant de la part du premier ministre, il ne voulait pas se faire dire un nom, donc il allait à la pêche avant avec Robert Clich, qui lui me demande si je veux. Il dit « Peut-être un certain intérêt. »
toujours bien que dans l'après-midi, le Clich m'avait appelé le matin. L'après-midi, M. Bourassa m'appelle puis il me dit « Bonjour, M. Chevrette, je sais que M. Clich vous a appelé. J'aimerais bien ça que vous acceptiez. Si vous me dites oui, je vais mandater immédiatement Jean Cournoyer pour qu'il vous appelle. » Parce que j'étais surpris que M. Bourassa fasse ça. Ordinairement, il aurait pu faire le fait par Jean Cournoyer, mais il m'a dit « Jean Cournoyer va vous appeler, puis c'est lui qui va conclure avec vous. » Le lendemain matin, Cournoyer m'appelle. J'ai dit, je voudrais réfléchir et je voudrais, avant de vous donner une réponse, parler à ma centrale syndicale. Et là, je parlais avec Yvon Charbonneau, qui, lui, avait justement un conseil général. Puis il dit, tu devrais y aller, mais on va s'assurer que la CSN et la FTQ sont d'accord, parce que c'est toi qui vas être sur la commission, le représentant du monde syndical. Ça a duré 1 an. C'était une des commissions les plus suivies. Il y avait des romans dans cela, qui vont battre un enfant à Hall, les fiers à bras, tue le chien du petit gars, bataille à coups de batte de baseball, la bout de chaîne au Mont-Wright. On en a couvert très large, du Shylock. On avait à peu près tout dans cette industrie-là, pour découvrir qu'il y avait du banditisme, effectivement, mais il y avait aussi de la collusion entre patrons et syndiqués. Ça, on l'a vu clairement, on a fait des démonstrations. Mais M. Clich avait dit, durant l'enquête Clich, il faudrait une enquête du genre à tous les 15 ans. Parce que ces gens-là sont d'une habileté assez grande. Ils se reprennent par la bande avec des amis, avec des gens qu'ils connaissent bien, puis ils réussissent à se réinfiltrer. Mais l'enquête Clich, si vous me permettez de rajouter, c'est difficile sur le plan personnel parce que ma maison était gardée pendant toute l'année. Mes enfants étaient transportés à l'école par une agence de sécurité. Moi, j'ai même dû abandonner de voyager avec mon auto parce qu'on m'avait poursuivi sur la 40 entre Montréal et Joliette. Il y a eu des menaces dont je recevais des lettres avec des photos d'enfants kidnappés, des enfants malmenés. J'ai eu un attentat à bombe une nuit. J'ai passé des mauvais quarts d'heure sur le plan personnel. Mais l'après-Clich a été difficile pour moi. Parce que les marxistes, puis les trotskistes, puis les maoïstes de la CEQ voulaient me faire un mauvais parti. Parce que j'avais osé cautionner un rapport, le rapport Clich, qui parlait de présomption de culpabilité au lieu de présomption d'innocence pour ces bandits-là. Moi, je me suis débattu. J'ai eu droit à un vote secret au Conseil général de la CEQ par après. J'ai gagné le vote, si ma mémoire est fidèle, à 80 quelques %. Mais quand même, j'ai subi le procès-verbal du micro à la CEQ par tous ces marxistes-là que j'aimais dans l'amour-tendre. Puis vous connaissez comment je peux les aimer. Donc, c'était une bataille épouvantable. Je l'ai pris dur. J'ai pris 2 mois de vacances et j'ai démissionné de la CEQ. Puis je me suis en allé enseigner aux délinquants d'un pavillon jeunesse à Joliette pendant 1 an, avant que M. Lévesque me donne un coup de fil. Et comment M. Lévesque vous a demandé de joindre ces candidats potentiels? Un matin de juin, après l'enquête Clich, 3 ou 4 membres de mon exécutif de parti et quelques militants sont venus me voir un dimanche matin pour me dire on signera une pétition pour t'avoir comme député. Ça, c'est à l'été 76 ou 75? 75. Donc, moi, j'ai dit, écoutez, est-ce que M. Landry est au courant? Parce que Bernard Landry avait été candidat en 70 et candidat en 73, et j'avais travaillé pour Bernard Landry dans le comté Joliette-Montcalm à l'époque. Elle travaillait dans le nord du comté, puis je travaillais un peu à Joliette. Mais j'ai dit, si Bernard Landry se représente, moi, il n'y avait pas question. Je travaillais pour lui. Mais ça s'est brassé entre les amis de Bernard et Bernard
et probablement le bureau du PM, parce que quand M. Lévesque m'a appelé, il nous convoquait à Montréal, M. Bouchard et moi. Lucien Bouchard? Lucien Bouchard. Et puis, M. Bouchard et moi, on dit, bon, on va y réfléchir. Lucien a dit non par la suite, et moi, j'ai dit oui, parce qu'on m'avait assuré que M. Landry s'en allait du côté de Montréal, de Laval, je pense à Adam Fabre, et que moi, je me présenterais à Joliette. Et M. Lévesque m'avait dit, j'aimerais que vous soyez une des premières candidatures. J'ai effectivement été la deuxième candidature le 18 janvier 1976. J'étais élu candidat dans Joliette. Ça m'a donné de janvier à novembre pour travailler dans mon comté à préparer l'élection dans Joliette. Un chef de parti, normalement, ne fait pas de promesses à un candidat potentiel. Est-ce qu'il vous a laissé quand même entrevoir non. Un poste ou l'autre? Ah non, quand on connaît M. Lévesque, il ne faisait pas de promesses à personne. Il disait que ce qu'il voulait ou ce qu'il s'attendait de nous. C'est évident que je représentais à l'époque une figure qui était un peu beaucoup, je pense, direct, honnête, et puis qui venait de faire une commission, donc qui avait une notoriété, il pouvait contribuer au parti, mais il ne m'a pas fait de promesses quant à un poste ou à un autre poste. Votre campagne en 1976, la première, aviez-vous une bonne organisation? Avez-vous un bon budget? Vous avez mis combien de temps? Parce que vous avez été choisi candidat au début de l'année, puis les élections ont eu lieu en novembre. Ah, moi, j'ai eu beaucoup de temps, ça m'a aidé beaucoup. J'ai fait le tour de toutes mes paroisses. On se cherchait, dans chaque paroisse, on avait un chef de paroisse qui, lui, devait trouver autant de responsables de pôle. S'il y avait 10 pôles dans une paroisse, on nous prenait un poteau ou une personne responsable par centre de votation, par unité de votation. Et après ça, on avait des équipes de pointage pour chaque pôle. Je pouvais vous dire à quelques votes près quel serait le résultat du vote. Ce qui ne se fait pas dans la ville, ce qui est très difficile à faire dans un milieu urbain. Moi, mon organisation était assez forte quand je suis arrivé au 15 novembre 1976. J'étais en avance dans les pointages et dans les sondages. Il faut dire que l'équipe Bourassa avait 2 mandats derrière elle, donc ça aide. Mais j'avais comme adversaire principal le médecin qui a accouché mes 2 fils, puis qui avait une renommée assez extraordinaire, le docteur Kenville, un très bon médecin de famille à Joliette. Qui était député sortant. Oui, puis un gars aimé par qui était ministre dans le cabinet Bourassa. J'espérais gagner, mais au niveau national, je pense qu'on espérait avoir une équipe de 40, 45, 50 députés, mais on pensait peut-être pas prendre le pouvoir. Et Joliette-Montcalm, comme ça s'appelait en 1976, c'était quoi l'étendue du comté, puis les attentes ou les niveaux de vie des électeurs? Ça partait de Saint-Donat, en haut dans les Laurentides, là, mais qui fait partie de la Naudière maintenant par les niveaux de découpage régional. Ça descendait toute la 25 jusqu'à Saint-Esprit. Et puis, j'avais Joliette et les environs. Je n'avais pas ma paroisse natale Saint-Côme, par contre, dans mon comté. Il faisait partie de Berthier. C'était une 40aine de 1000 électeurs. Il y avait 3 vocations dans ce comté-là. Il y avait une vocation industrielle qui était un peu la ville, puis de service. Tu avais touristique, puis tu avais le secteur agricole. Donc, les attentes, c'était... Le zonage agricole prenait beaucoup dans le milieu agricole. Le milieu touristique, c'était un milieu qui voulait avoir des infrastructures routières, en particulier parce que la 125 était mal foutue. Et au niveau des services, le tissu urbain exigeait une qualité de service accrue, une présence accrue des services gouvernementaux en région. Le monde, là, les humains, ils ont besoin de services. Écoutez, envoyer des enfants à études, ça coûte plus cher quand tu es loin. Aller chercher les services de santé, ça coûte plus cher quand tu es dans une région éloignée. En 1976, vous dites, bon, ben mon élection, je ne suis pas trop surpris, celle du PQ un peu plus. Vos réactions, et j'imagine que vous avez fait un peu quand même. Oh, moi, je me souviens,
on avait fêté dans un hôtel qui n'existe plus, qui s'appelait le Fleur de Lys, un hôtel situé entre Joliette et Notre-Dame-de-Lourdes. Et j'ai même pas touché au plancher. Quand je me suis montré le nez à la porte, ça pleurait, ça criait, ça chantait. C'était l'euphorie. On m'a transporté au bout de bras jusque sur la scène. Et quand j'ai réussi à les remercier, puis là, on a été déclaré en plus au pouvoir. Là, c'est encore une deuxième euphorie. Moi, je suis rentré chez moi vers 3h30, 4h du matin, puis il y avait une petite neige douce qui tombait, une première neige douce qui tombait. Je suis rentré avec ma femme vers la maison, tout détrempé. Je me souviens encore, mais c'est là que j'ai compris, par contre, que le travail commençait. Parce que je me disais, qu'est-ce que je fais demain matin? Je n'avais jamais été en politique. Je n'avais pas de bureau de comté, je ne connaissais pas ça. À Québec, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi le job de député en soi? Et ça vous a pris du temps à ouvrir votre bureau de comté? Non. Le samedi, je savais déjà qu'on aurait un local dans le centre-ville. Et puis, je faisais quand même du bureau au 3e étage du local du PQ. J'avais reçu 21 personnes le samedi matin. Des gens qui m'avaient dit, si tu es élu, je veux te voir comme député. Puis j'étais là. Des demandes d'emploi, des règlements d'aide sociale. Ça allait jusqu'à des demandes de passeport. Mais on disait, c'est pas ici, c'est pas ici. Donc, pour simplifier l'affaire du citoyen, on s'était organisé avec Roch Lassalle, le bureau de Roch Lassalle, pour que lui s'occupe. On lui transférait des demandes de passeport. Et lui, quand c'était une question de sécurité du revenu, il me les envoyait. Puis quand c'était une question d'assurance chômage, je lui envoyais. De sorte que le citoyen savait qu'on s'occupait de une bonne collaboration. Exact. Est-ce que vous aviez 2 bureaux de comté ou un seul? Moi, je n'avais un seul. Ouais. Mais je faisais du bureau par rotation dans les paroisses. Par exemple, l'Hôtel de Ville Saint-Donat m'ouvrait ses portes pour faire du bureau à Saint-Donat. À Rawdon, c'était la même chose. Avez-vous mis quelques jours à venir rencontrer vos nouveaux collègues à l'Assemblée nationale? Et là, quelle impression vous avez eue? Parce que vous étiez, pour la plupart, des nouveaux en politique. Oui, malgré qu'on en connaissait beaucoup, parce que c'était des gens impliqués, comme Pierre Marois, je connaissais Pierre Marois, je connaissais Bernard Landry, bien sûr. Bernard Landry et Pierre-Marc Johnson. Jolivet, je le connaissais dans l'enseignement. Donc, on était un bon noyau, mais on s'est rendu vite compte que M. Lévesque avait l'embarras du choix aussi. C'est pour ça qu'on n'avait pas d'illusion. Moi, j'avais été nommé d'abord adjoint parlementaire au ministre Jacques Couture, qui était au travail. J'ai fait 1 an avec, je pense. Et puis, au bout d'1 an, M. Couture est transféré au ministère de l'Immigration. C'est là qu'il a signé l'entente Collins-Couture. Et moi, je suis parti d'adjoint parlementaire au travail pour être nommé adjoint au ministère des Transports avec Lucien Lessard. Ça, c'est adjoint parlementaire. Quel genre de travail vous faisiez avec... C'est assez... Ça dépend du ministre, pour être franc. Si le ministre fait confiance à son adjoint, il va l'envoyer faire la représentation, il va l'envoyer même à sa place à des conférences quelconques. Il va faire travailler sur des dossiers précis. Avec M. Jacques Couture, j'ai travaillé surtout à la rédaction du règlement de placement dans l'industrie de la construction. Je sortais de l'enquête livre. Avec Lucien Lessard, c'était plutôt ponctuel. Guy, j'aimerais ça que tu fasses ça. Guy, j'aimerais ça que tu fasses ça. Guy, j'aimerais que tu assistes ce soir à la réunion du cabinet, parce que c'est important que tu saches où je m'en vais et quelles orientations on prend. C'était un peu plus cordial avec Lessard. Mais là, M. Lévesque m'a appelé un certain mercredi après-midi pour me dire accepteriez-vous la fonction de whip en chef du gouvernement? Je suis devenu président du caucus et j'étais whip en chef du gouvernement. Ces fonctions-là étaient combinées? Non, dans notre temps, je présidais le caucus, puis je conduisais, je faisais la discipline, si vous voulez, assurer la présence des députés
aux commissions parlementaires, assurer la présence des députés en chambre quand ça prenait des votes, organiser une fête ici et là quand c'était la fête de quelqu'un, voir un peu à la discipline, parce qu'il y a des députés, il y a des temps de garde. Oui, les présences en chambre. Quand tu es au gouvernement, c'est toi qui assures le quorum. Donc, ça me prenait toujours 20 personnes en chambre à l'époque, je me rappelle. Mais j'ai couru après plusieurs. Pour être franc, quand c'était leur tour, il ne fallait pas que je les mette ensemble, ceux-là, la garde en chambre. Parce qu'il y en avait 3 4, là. Pas un cadeau, ça. Vous aviez votre travail de député aussi à faire. Est-ce que vous retourniez souvent dans votre comté pour même des gros dossiers, soit d'arbitrage de conflits, soit des dossiers importants? Oui, moi, le lundi, règle générale, c'était sacré pour mon comté. Sauf dans une session intensive de 5 jours, là, où j'allais faire du bureau de comté le samedi à ce moment-là. Mais le lundi, c'était sacré. Souvent, aussi, les fins de semaine, je rencontrais des conseils municipaux parce que je ne pouvais pas les voir là, sur semaine. Le comté comme Joliette, qui a une tradition de garder leurs députés s'ils travaillent, c'est jamais démenti, en tout cas jusqu'à moi. Antonio Barrette avait été 24 ans et 6 mois, je crois, député de Joliette. Roch Lassalle a été 21 années et moi, j'ai fait 25 ans et 2 mois. Moi, je remercie cette population-là envers laquelle, par exemple, j'ai travaillé, mais c'est eux qui m'ont donné la chance de travailler. S'ils ne m'avaient pas élu, je n'aurais pas eu cette chance de faire reconnaître la région de la Nodière, par exemple. Moi, j'avais des objectifs, vous me demandiez tantôt, je n'ai pas voulu esquiver la question, mais je l'ai oublié. Quelles étaient les attentes, par exemple, dans le milieu urbain? Le milieu urbain, chez nous, il y a des services gouvernementaux qui voulaient, mais ils voulaient aussi avoir un service pour les personnes âgées, des HLM. Si bien que dans mon comté, il y avait seulement que la ville de Joliette qui avait quelques HLM. J'ai réussi, dans 25 ans, à doter toutes mes paroisses, au moins d'un HLM, quand ce n'est pas été 2, pour permettre aux personnes âgées de demeurer dans leur petit village, dans lesquels ils sont nés, ils ont grandi, ils ont vécu, puis ils demeureraient près de leurs enfants, mais plus capables de vivre nécessairement à entretenir une grande maison. Ça, c'était une réalisation que j'ai faite. J'avais aussi promis de m'impliquer dans un conflit. Je me suis impliqué dans un conflit, des conflits à CGLM, un poste de radio, par exemple. C'est moi qui avais réglé la grève. Je me suis impliqué dans Firestone. Et pendant ça, là, à Québec, durant votre premier mandat, vous étiez député et adjoint parlementaire. Est-ce qu'il y a des débats particuliers sur lesquels vous êtes intervenu plus souvent? Oui. Moi, j'ai participé énormément à la loi sur l'antiscab. J'ai participé passablement, de façon très intéressante d'ailleurs, avec Jacques Léonard sur la loi de l'aménagement du territoire, parce que j'y croyais. Et j'ai participé beaucoup aux discussions sur le projet de loi 101. La Charte de la langue française avec le Dr Laninck. C'était intéressant, c'était pas facile. Puis il y a eu le débat, bien sûr, sur la question référendaire. Mais vous étiez whip à ce moment-là. Oui. Est-ce que, en plus de la discipline quotidienne, est-ce que vous aviez une tâche particulière en prévision du référendum? Bien, on aidait déjà certains députés à se structurer. Moi, j'ai fait beaucoup de réunions pour des députés. Les députés disaient « Viendrais-tu parler? » Je ne me suis pas trouvé de ministre pour mon assemblée. « Viendrais-tu motiver mes militants au congrès de mon parti je ne sais pas moi, à Bonaventure, à Matapédia? » J'en ai fait, oui, j'en ai fait énormément de ça. Merci, M. Cheval.